Bonjour à tous, voici donc en vidéo la correction de la partie cours sur ce chapitre de la matière 2, de la partie sur la matière 2 qui a commencé par la cinétique et qui traite ici des transformations nucléaires. J'espère que vous êtes bien installé chez vous avec le cours en version papier, que j'espère être en couleur. Si ce n'est pas le cas, je vous montrerai quelques documents qui ont besoin de la couleur. Et je vous propose de le compléter ensemble. Je vous précise que mardi, vous retrouvez Monsieur Fourneau, que je remercie. Il me remplacera mardi matin pour revenir si vous avez des questions sur ce chapitre. Et puis après, pour traiter des exercices que je vous demanderai d'essayer de faire. Pour mardi, j'ai déjà tout mis sur Pronote. Voilà, alors je vous propose de commencer tout de suite. Ce chapitre sur les transformations nucléaires que j'ai trouvé pertinent de faire maintenant pendant mon absence parce qu'il ne présente pas de difficultés majeures, à part quelques calculs mathématiques avec la fonction logarithme, on verra ça en fin de chapitre, et exponentielle, mais je ne pense pas que vous rencontrerez de difficultés particulières parce que beaucoup de thèmes ont été abordés déjà en seconde. Voilà, je vous propose de nous lancer. Comme d'habitude, sur le document, vous avez des extraits du programme officiel, ce qu'il faut savoir, en fin de chapitre. Voilà, alors on va commencer par quelques petits rappels sur la constitution du noyau. Vous le voyez, j'ai déjà complété les corrections parce que là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Petit rappel rapidement, un noyau se décrit complètement par la formule chimique de l'élément auquel il appartient, le nombre du nucléon A qui s'appelle aussi le nombre de masse et le numéro atomique qui s'appelle Z et qui vous donne, comme vous le savez, le nombre de protons. Voilà, je rappelle donc que le nombre de masse vous donne aussi le nombre de nucléons qui sont donc les protons et les neutrons, les uniques constituants du noyau. Et donc dans le petit tableau, je vais vous demander de compléter pour ces différents noyaux le nombre de protons et le nombre de neutrons qu'ils contiennent. Voilà, donc pas beaucoup de commentaires à faire, sauf que ici pour l'or, alors je vais prendre l'exemple de l'or, ici de formule AU, si son nombre de masse c'est 197, ça veut dire qu'il contient 197 protons ou neutrons, et parmi tous ces nucléons donc, 79 sont des protons. Voilà pourquoi le nombre de protons est bien 79 et le nombre de nucléons, ne vous trompez pas, c'est bien 197 moins 79. Parce que dans les 197, il y a déjà compté les 79 protons. Je vais vous poser ensuite une question que je vous lis tout de suite. Pourquoi dit-on que les deux derniers éléments du tableau sont isotopes? Je parle bien sûr de ces deux noyaux de carbone. Alors bien sûr ils sont isotopes, deux éléments sont isotopes s'ils ont le même numéro atomique, donc la même formule, puisqu'un élément est défini par son numéro atomique. Si vous passez à 7, c'est plus du carbone, c'est de l'azote. Et par contre, ils ont des nombres de nucléons différents, c'est-à-dire un nombre de masses différents. Pour le carbone 12, on voit bien que c'est 6 protons et 6 neutrons. Et pour le carbone 14, 6 protons, mais par contre 2 neutrons en plus, 8. Alors je vais faire un petit détour rapide par mon site pour vous montrer quelque chose. Je vous ai mis sur mon site, alors bien sûr, le cours en PDF, là. Et je vous ai mis aussi une version animée du diagramme de stabilité dont on va parler tout à l'heure, et aussi un tableau périodique des éléments qui va nous permettre de rapidement retrouver les références dans la partie qui suit. Alors, je vais rapidement vous montrer la version animée du diagramme de stabilité, sur lequel je reviendrai plus tout à l'heure, mais ici, vous voyez, pour l'abscisse 6, pour le nombre de protons 6, tous les isotopes du carbone identifiés dans la nature. Alors, en rouge, vous avez ceux qui sont les plus stables, j'en reparlerai tout à l'heure. Et vous voyez là à gauche que le carbone 12, par exemple, dans la nature, c'est 98,94% des noyaux de carbone qui sont du carbone 12. C'est donc la version, on va dire, standard du carbone. Par contre, le carbone 13 existe aussi. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour un noyau de carbone? Il peut capter de temps en temps un neutron et éventuellement s'en débarrasser si ça le rend instable. Il faut voir que le carbone 13, comme il est en rouge ici dans ce tableau, même s'il est très peu abondant dans la nature, il est plutôt stable. Le carbone 14 que vous voyez là, on voit déjà, alors ça je vous en parlerai tout à l'heure, qu'il n'est pas très stable, donc il est susceptible de subir des désintégrations, bêta-, nous dit-on,
Et sa demi-vie qu'on définira tout à l'heure, mais vous vous doutez de ce que ça peut être, sa demi-vie est de 5700 ans. Ça veut dire qu'en 5700 ans, une population de noyaux de carbone 14 va perdre la moitié de ses effectifs par désintégration en 5700 ans. Alors évidemment, après, on peut avoir des isotopes beaucoup plus exotiques avec des demi-vies extrêmement courtes, c'est-à-dire très instables. Vous avez le carbone 16, le carbone 17, le carbone 18 qui ne survit que 92 millisecondes, vous le voyez. Donc, un isotope peut exister, mais de manière furtive, on le voit, mais rapidement de se débarrasser de ces excès de neutrons. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est mon chat qui s'amuse. Et on peut aller comme ça jusqu'au carbone 22, avec une demi-vie de 6 millisecondes, donc très peu stable. Ok, je reviens là-dessus dans la suite du cours. Voilà, alors, ce que vous devez savoir, ce sont les différents types de radioactivité déjà rencontrés en seconde, que maintenant je vais détailler un peu avec vous. Alors, un noyau instable est un noyau par nature qui va être susceptible de se désintégrer. C'est quoi un noyau qui se désintègre? En général, c'est un noyau qui va perdre de la masse, c'est-à-dire qui va éjecter un proton, un neutron ou je ne sais quoi d'autre. Pour former un nouveau noyau qui va être plus stable, et éjection de matière, on l'a dit, et puis comme je vous le mets à chaque fois, aussi production d'énergie, en général en très grande quantité. Alors je précise ici cette chose essentielle que vous aviez vue en seconde, que je rappelle là. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire conservation de la masse? Ça veut dire conservation du nombre de protons et du nombre de nucléons, même s'ils sont éjectés, ils n'ont pas disparu. Et donc on s'assurera toujours que le numéro atomique et le nombre de masses dans une réaction nucléaire est toujours conservé. Hein, ça fait penser à la conservation des atomes dans les réactions chimiques. Alors la première qu'on doit connaître, c'est la radioactivité alpha. Très souvent, dans la nature, on la retrouve quand un noyau est encombré de trop de neutrons, on va voir. Et sa manière naturelle de s'en débarrasser pour trouver plus de stabilité, c'est d'éjecter une particule dite alpha. Alors, il faut savoir que la particule alpha, c'est tout simplement un noyau d'hélium, comme vous voyez ici. Un noyau d'hélium étant constitué de 2 protons et de 2 neutrons, comme vous le voyez sur cette petite représentation. Et donc, dans toutes les réactions nucléaires qu'on va voir, je l'écris un tout petit peu plus haut, le noyau qui va se désintégrer, on l'appelle X pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le noyau père, et qui va donner un noyau plus stable qu'on va appeler le noyau fils, qu'on va noter ici Y. J'ai repris la notation de votre livre pour que vous ne soyez pas dépaysés. Donc, une réaction nucléaire de type alpha, le noyau père se transforme en noyau fils en éjectant un noyau d'hélium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément le noyau fils va contenir moins de protons et moins de neutrons que le noyau père, puisqu'il s'en est débarrassé d'une certaine quantité. Et dans les lois de conservation qu'on a évoquées il y a quelques instants, on est capable de dire, je vais tout de suite vous mettre la réponse à la question, voilà, en recentrant les choses, ok. Alors, je pense que vous avez déjà compris que le noyau fils va avoir pour numéro atomique A-4 et Z-2. Pour quelle raison? Puisque le noyau père avait un nombre de masse de valeur A, et bien le noyau fils en a 4 de moins de nucléons, puisque 4 sont partis dans le noyau d'hélium. Donc pour vous assurer que la conservation est bien faite, vous faites 4 plus A-4 et vous devez retrouver A ici, bien sûr. On va faire pareil pour Z. Pourquoi c'est Z-2 ici, le numéro atomique du noyau fils? Parce que 2 plus Z-2, conservation du numéro atomique, va vous donner pour le noyau père Z. Donc rien ne s'est perdu, évidemment. Donc je vous demandais d'écrire à l'aide du tableau périodique l'équation de la désintégration alpha du polonium, dont je vous donne ici la formule. Alors pour ça, évidemment, on ne peut pas le faire sans tableau périodique, donc je vous en ai mis un en lien sur mon site, je vous le montre tout de suite. Alors sur mon site, je vous l'ai mis ici, un tableau périodique des éléments interactifs, on va cliquer dessus, et on va essayer de retrouver le polonium avec son numéro atomique de 84, le voici. Le polonium, sa version la plus stable a un nombre de masse de 209, comme vous le voyez en haut à gauche de l'écran.
Et donc, le polonium de numéro atomique 84, s'il est instable et susceptible de subir une désintégration alpha, on a vu que son Z, son numéro atomique, va passer à Z-2. Ça veut dire qu'il va reculer de 2 places dans le tableau périodique, donc on a déjà compris que ça allait être du plomb, le noyau fils. Et puis, maintenant je vais pouvoir revenir vers le cours, comme ceci. Et écrire maintenant la réaction de désintégration alpha du polonium. Je vous la copie-colle pour aller plus vite. La voici. Donc si le noyau père est du polonium 213-84, le noyau fils sera, on l'a vu, du plomb. Pourquoi? Parce que 84 moins 2 égale 82. Son nombre de masse a diminué de 4 unités, comme c'est le cas dans toutes les désintégrations alpha, plus le noyau d'hélium qui, par définition de ce type de désintégration, va être émis. Et on peut se douter que le plomb va trouver le noyau fils qui est du plomb va être plus stable, mais peut éventuellement donner lieu à d'autres types de radioactivité naturelle par la suite. D'ailleurs, ça me permet de vous préciser que dans ce chapitre, on ne parle que de la radioactivité naturelle. Vous avez parlé de la fission et de la fusion en seconde. Ici, on ne parle que de phénomènes qui sont naturels. Alors, deuxième type de radioactivité, c'est la radioactivité bêta-. Elle est un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'on a un noyau père qui va donner un noyau fils, comme vous le voyez, et l'éjection d'un électron. Alors, je le mets ici un peu plus bas, dans cette petite phrase, on est quand même un tout petit peu étonné de voir qu'un noyau se débarrasse d'un électron, alors qu'il n'y a pas d'électron dans le noyau. D'accord? Donc acceptez-le pour l'instant, et on va essayer de l'expliquer un petit peu mieux dans quelques instants. Alors, complétez le bilan général d'une intégration bêta- en tenant compte de la conservation du nombre de protons et de neutrons. Donc, comme j'ai un numéro atomique A pour le noyau père, que l'électron s'écrit de manière symbolique E-, alors combien de nucléons dans un électron? Il n'y en a pas. Quelle est sa charge électrique? Elle est -1. Donc là, en physique nucléaire, la notation symbolique de l'électron, c'est E-, 0, -1. Donc, faisons maintenant la conservation du nombre de masses. Vous vous apercevez que le noyau fils aura le même nombre de masses que le noyau père, puisque 0 pour l'électron. Par contre, son numéro atomique va être Z+1. Alors pourquoi Z+1? Eh bien, tout simplement parce que Z+1 moins 1 égale Z. Allez, je vous le colle ici. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez vérifier donc maintenant que -1 plus Z-1 égale Z, d'accord, A est égal à A plus 0, donc la loi de conservation est vérifiée, et donc l'équation générique et générale des intégrations bêta- s'écrit comme ceci. Donc prenons un exemple, celui du carbone 14 par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Alors on l'a vu, il est instable, mais il a une très longue durée de vie, donc ces réactions sont extrêmement lentes sur un échantillon de noyaux très élevé. Alors comment on va faire maintenant? On va calquer à l'exemple du carbone 14 l'équation générale de la réaction bêta-. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on écrit le noyau père, qui est donc le carbone 14. La particule éjectée, c'est donc un électron qui s'écrit comme ceci, et donc par conservation du numéro atomique et du nombre de masses, on va se retrouver avec un noyau fils qui est donc 14 et 7. Alors comment faire pour savoir que c'est de l'azote? Évidemment, on a besoin de son tableau périodique qu'on n'a pas à connaître par cœur, et l'azote, vous le voyez ici, qui est bien le 7e élément du tableau périodique. Donc ça y est, on l'a identifié. Et je pense qu'on peut déjà passer à la suite. Il faut quand même que je vous précise ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a des bizarreries quand même dans le monde quantique, parce que toutes ces choses-là sont décrites par la physique quantique dans les comportements des noyaux. Alors, comment un électron peut être éjecté dans un noyau de carbone 14 qui ne contient pas d'électrons? Alors ça, c'est très étonnant. Donc, je vous l'ai écrit donc au-dessus. En réalité, le mécanisme qui se passe dans ce type de radioactivité bêta-, c'est que un des neutrons du carbone 14, comme tous les neutrons, ont une très légère instabilité. Il peut arriver statistiquement de manière très très peu probable qu'un neutron se désintègre.
Et qu'est-ce qui se passe quand un neutron se désintègre? C'est pas dans votre programme, mais je vous l'explique rapidement. Il se transforme en proton et en électron, et il émet une grande quantité d'énergie au passage. Donc un neutron peut se transformer en proton et en électron. Alors, ok, donc l'électron qui a été éjecté par éjecté par un des neutrons du carbone 14 se retrouve ici et donc éjecté du noyau. Et donc, eh bien, il a gagné un proton en plus qui est resté dans l'atome. Voilà pourquoi il s'est transformé en azote. Le nombre de masse est conservé puisqu'il perd un neutron tout en gagnant un proton. Donc vous voyez que le 14 n'est pas modifié. Voilà, vous pouvez oublier ce que je viens de vous dire, mais ça peut quand même être intéressant de comprendre comment un électron peut être créé à partir d'un noyau. Ok, l'avant-dernière, c'est la radioactivité bêta+. Alors, autre bizarrerie, encore une fois, de la physique nucléaire, c'est que la particule qui est éjectée du noyau quand il y a radioactivité bêta+, ce n'est plus un électron. Alors, comment ça s'appelle ce type de particule? C'est ce qu'on appelle un positon. Alors, c'est quoi un positon? Eh bien, il possède, en dehors de la masse, toutes les propriétés de l'électron, mais symétriques. C'est-à-dire que tout est inversé, sauf la masse, j'insiste. Donc là, il se trouve que c'est que la charge électrique qui lui reste à l'électron, et si on veut l'inverser, vous créez l'antiparticule de l'électron qui s'appelle le positon. Sachez que toute particule élémentaire, on le sait aujourd'hui, possède son antiparticule. On pourra même en parler un peu plus tard dans l'année, c'est le cas du photon, la particule de lumière, mais il se trouve que le photon est sa propre antiparticule. Alors, même chose que tout à l'heure, je pense que vous l'avez déjà fait. Comment compléter le bilan de cette désintégration bêta+? Eh bien, écoutez, comme ceci, je pense que ça ne vous posera pas de problème. On voit ici que un proton est perdu, d'accord, comme vous le voyez ici, par le noyau, avec éjection d'un positon, comme on vient de le dire. Et donc, pour trouver la formule du noyau fils, il faut faire Z-1, ça veut dire reculer d'une case dans le tableau périodique. Alors, on va regarder un exemple tout de suite avec le plomb 205. Le plomb 205 est un des nombreux isotopes du plomb. Celui-ci est instable, bêta+, et va donner lieu à cette réaction. Alors, comment j'ai fait pour faire ça? Regardez ce qu'il y a au-dessus. Le plomb 205-82 est donc le noyau père. Je sais qu'un positon est éjecté dans une radioactivité bêta+, et donc qu'est-ce qui se passe? Je fais la conservation d'abord du nombre de masse, ok, il est inchangé, c'est donc 205, et ensuite je fais Z-1 par rapport au noyau père, et je trouve 81, en effet, 81 plus 1, ça fait bien 82, et je vais chercher ensuite donc qui dans le tableau périodique a le numéro atomique 81. Alors regardez bien, le plomb est ici, on recule d'une case, et en 81e position, on trouve le thallium, que vous voyez ici, de formule TL, pas très connu le thallium. Voilà, c'est écrit, le thallium, à son tour, peut éventuellement donner lieu à d'autres désintégrations si son instabilité s'avère réelle. Dernier type de radioactivité. Alors, celle-ci est finalement la plus simple à comprendre, je dirais, parce que la radioactivité gamma ne donne pas lieu à la création d'un nouveau noyau, comme vous le voyez ici, le noyau père que j'ai appelé Y et le noyau fils que j'ai appelé Y aussi sont identiques. Pourquoi j'ai une petite étoile ici, je l'explique au-dessus, c'est que très souvent, certains gros noyaux, dans leur répartition entre protons et neutrons, se réarrangent de manière interne. Le noyau se restructure mais sans perdre de la matière, et ça émet des rayonnements de haute énergie qu'on appelle gamma. Bon, on ne vous posera jamais trop de questions là-dessus, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire dans le cadre de notre programme. Bon, il faut savoir que ça existe, la radioactivité gamma. Ok, on va passer à la troisième partie, la partie suivante, qui parle de la stabilité des noyaux. Ce que vous devez savoir faire, c'est interpréter ce qu'on appelle un diagramme de stabilité. Alors, on va apprendre à les manipuler, bien sûr. Donc, je vous le dis ici, un diagramme NZ, avec N en ordonnée et Z en abscisse. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Attention, parfois certains diagrammes sont inversés. On peut mettre Z en ordonnée et N en abscisse, ça arrive. Alors, N, c'est quoi? C'est le nombre de neutrons. Z, c'est le nombre de protons d'un noyau. Et donc, je vous dis qu'il représente la stabilité des différents isotopes des éléments.
Et alors, le code couleur, c'est quoi? Sur ce diagramme, hein, ça peut changer d'un diagramme à l'autre. En rouge, un noyau est stable. Et comme vous le voyez ici dans la légende, les noyaux qui sont indiqués en jaune vont être susceptibles de subir des désintégrations de type bêta+, en B de type bêta-, et en vert des désintégrations de type alpha. Il y en a d'autres, mais on ne va pas parler de tout dans ce chapitre. Ok, alors je vous propose d'aller en voir la version animée sur mon site, comme ceci. Je retourne sur mon site, il suffit de cliquer ici. Vous avez aussi l'image au cas où, l'image du document du cours, au cas où vous n'ayez pas pu la voir en couleur. Elle est ici, mais on va aller tout de suite sur la version animée et regarder ce qui se passe. Alors vous avez la possibilité de dézoomer pour avoir l'intégralité de ce diagramme. Vous voyez, il y a du monde. Voilà, je vais essayer de tout vous montrer. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas parler de tout. Remarquez que les 118 éléments sont bien répertoriés sur l'axe des abscisses, puisqu'ici vous avez le numéro atomique des éléments. Si vous voulez avoir par exemple, je ne sais pas moi, le 20e élément qui se trouve être du calcium, vous avez sur l'axe des ordonnées tous ces isotopes. On va regarder ça plus en détail une fois que j'aurai zoomé. Alors, faisons un zoom justement. Et on va commencer à regarder pour les premiers éléments de quoi il est constitué et comment ça se lie. Alors je vais faire un petit zoom un peu plus important, voilà, comme ceci. Et par exemple, regardons la ligne, l'abscisse correspondant à Z égale 6, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez sur un axe vertical tous les carbones, puisqu'ils sont tous des représentants de l'atome de carbone, parce qu'ils ont tous un numéro atomique de 6, mais vous avez tous les isotopes identifiés du carbone. Et comme vous le voyez, évidemment, il y a du monde, mais on l'a vu tout à l'heure, ils ne sont pas tous très stables. C'est là qu'on voit que deux représentants, deux isotopes du carbone sont stables dans la nature. C'est le carbone 12 et le carbone 13, comme ceci. Maintenant qu'on connaît la radioactivité bêta-, je vous ai présenté tout à l'heure, on voit que tous ces carbones qui sont au-dessus, qui sont susceptibles d'exister, sont radioactifs bêta-, et vont forcément se transformer en une espèce plus stable par un des trois types de réactions qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. On voit que ceux qui sont en dessous, le carbone 11, carbone 10, carbone 9, eux, sont radioactifs bêta+, donc pas stables dans la nature. S'ils existent, ils vont finir par se désintégrer. Et voilà. Alors, on va essayer de répondre aux questions maintenant que je vous pose dans le cours. Regardons un peu plus attentivement. Je vous demande de compléter le diagramme en donnant la formule de l'isotope indiqué par la flèche et sa stabilité. Alors, quel est le premier isotope que je vous montre? Allez, on va suivre la flèche. C'est cette petite case verte qui est là. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est identifier l'atome qui est montré par la petite flèche. Alors, comment on fait? On regarde l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse va nous donner Z. L'ordonnée ne va pas nous donner A, le nombre de masse, mais N, le nombre de neutrons. Alors, vous avez ici donc la case verte, son abscisse est donc 9, d'accord. Donc, c'est l'élément dont le numéro atomique vaut 9, c'est le 9e élément, donc il se trouve que c'est le fluor. Et vous lisez ensuite à gauche son nombre de neutrons. Et là, on voit qu'il y en a 19. Donc, ça veut dire que c'est du fluor. Pourquoi? Parce que son numéro atomique est 9 et qu'il contient 9 protons. Donc, je vais tout de suite répondre à la question et j'espère que ça va vous parler. Voilà, le temps que je fasse la petite manipulation, comme ceci, voilà. Alors, pourquoi c'est le fluor? Allez voir donc le tableau périodique, le 9e élément, c'est bien le fluor. Et pourquoi 28? Eh bien parce qu'il a 19 protons. Or, le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc j'ai 19 neutrons, 9 protons et donc 28 nucléons. Donc j'ai la formule de cet élément qui a priori n'est pas stable puisqu'il est dans une case verte, ça veut dire qu'il est radioactif alpha. On va écrire après la réaction qu'il subit. Alors, je vous laisse trouver pour l'élément suivant ici pour savoir de qui il s'agit. L'élément que je vous montre ici par la flèche, on fait pareil, on regarde son abscisse, 20, c'est donc le 20e élément. Il se trouve que c'est du calcium. Et si je regarde son ordonnée, ça va faire 21, 22, 23, 24 si je ne dis pas de bêtises, pour le nombre de neutrons. Donc quel est l'élément qui est le 20e
du tableau périodique, c'est le calcium, le voici. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il possède 24 neutrons d'après le diagramme, et donc 24 plus 20 égale 44, et donc j'ai la formule de ce noyau qui est indiqué ici, et il se trouve que comme il est dans une case rouge, c'est un élément stable. On voit que le carbone a 3 isotopes stables dans la nature. Ah pardon, il y en a un quatrième un peu plus haut. Tiens, je ne savais pas ça. Ok, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez voir ici en bas à gauche l'hydrogène qui est là, qui a 2 éléments stables, le H11 et le H21 qu'on appelle le deutérium, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, et écrire la réaction subie par le noyau de la case verte, c'est-à-dire du fluor 28, qui on le voit est très très loin de la stabilité, donc forcément il va se désintégrer. On nous dit que c'est une radioactivité de type alpha, donc écoutez, je pense que vous arriverez sans souci à écrire cela. Voilà. La réaction subie par le noyau dans la case verte, c'est lui. Il éjecte un noyau d'hélium parce que il est radioactif alpha, c'est une case verte, et donc vous allez vous rendre compte que c'est bien de l'azote qui est produit, le 7e élément, et avec un numéro atomique de 17. Alors, on pourrait chercher dans le tableau périodique, pardon, dans le diagramme de stabilité, si l'azote 17 est stable ou pas, mais je ne pense pas, faites-le de votre côté, et il va certainement lui aussi subir une réaction nucléaire jusqu'à arriver dans une case rouge qui va le rendre stable. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus, donc on va attaquer maintenant la dernière partie qui est un petit peu plus calculatoire, qui nous parle des lois de décroissance. Alors en enseignement scientifique, ou peut-être même en seconde, vous avez déjà parlé de la datation au carbone 14 par exemple. Je vais être amené à en reparler un petit peu tout à l'heure. Dans cette partie, on essaye de mathématiser l'évolution d'une population d'isotopes radioactifs au cours du temps. Alors, la première chose à connaître, c'est cette grandeur qui va quantifier tout ça, qui s'appelle l'activité radioactive. Alors, comme je vous le dis, la désintégration d'un noyau radioactif est un phénomène aléatoire. Et bien que la désintégration d'un noyau ne soit pas prévisible, c'est-à-dire du point de vue individuel, je ne peux jamais savoir comment un noyau va se comporter, mais sur un très gros échantillon, comme en chimie, on peut faire des statistiques, tout simplement. Et l'activité radioactive qui se mesure en becquerel, c'est égal à quoi, nous dit-on? C'est la constante radioactive, alors j'y reviendrai tout à l'heure, elle est exprimée en seconde moins 1, et n, le nombre de noyaux radioactifs. La constante radioactive est à rapprocher de la constante de vitesse en cinétique, et l'activité qui est en becquerel, mais qui pourrait s'exprimer en noyaux par seconde, si vous regardez bien, c'est des nombres de noyaux seconde moins 1, ça veut dire tout simplement combien à un moment donné un nombre d'isotopes se désintègre chaque seconde. C'est comme ça qu'on peut quantifier l'activité radioactive d'un isotope. Alors, regardons un petit peu maintenant comment évolue cette quantité de noyaux au cours du temps. Et on va commencer par définir, vous vous en doutiez, le temps de demi-vie, dont la définition est à rapprocher complètement de celle de la cinétique chimique. Rappelez-vous, le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle l'activité et le nombre de noyaux radioactifs ont diminué de moitié. Donc vous avez une quantité N0 de noyaux radioactifs, le temps pour que la population diminue de moitié va correspondre à la demi-vie de ce noyau radioactif. Voilà, comme on l'avait dit en chimie, comme une réaction n'est jamais théoriquement complètement terminée, c'est un peu impropre de dire que un noyau n'existera plus au bout d'un temps infini, puisqu'il en restera peut-être toujours un petit peu, donc c'est une réaction qui n'est jamais complètement terminée, et donc on choisit cette définition de la demi-vie pour caractériser le temps de vie d'un noyau. Voilà, cette courbe, je l'ai extraite du livre, elle vous montre l'évolution, et là, je pense que sa tête va vous dire quelque chose, de noyaux pairs, de la quantité de noyaux pairs au cours d'une désintégration radioactive. J'en ai une quantité N0 initiale, et il va finir à 0
au bout d'un temps infini, en suivant une courbe qui ressemble étrangement à celle vue en cinétique, c'est-à-dire une exponentielle inverse. Alors, on le montrera plus tard dans un chapitre qui s'appellera équation différentielle qu'on peut démontrer ceci, mais ça on verra un petit peu plus tard. Je vous donne pour l'instant juste l'équation de cette courbe que vous voyez ici avec ses ingrédients physiques. L'évolution de la quantité de noyaux au cours du temps, c'est égal à la quantité qu'il y avait au début, ici, multiplié par exponentielle de moins lambda fois t. Alors, on reconnaît ici une fonction exponentielle. Pour l'instant, on va le retenir par cœur, et on le démontrera un peu plus tard, comme je vous l'ai dit. Et on a ici, évidemment, une loi de décroissance, qui n'est donc pas linéaire, vous le voyez bien, mais exponentielle inverse. Comme en cinétique, la grandeur lambda, qui s'appelait k en cinétique, va caractériser la vitesse de décroissance de cette courbe-là. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, alors premier challenge que je vous proposais, c'était de montrer que le temps de demi-vie d'un noyau peut s'écrire ln de 2 divisé par lambda. Alors pour ça, je vous rappelais ce que vous avez vu en première, c'est-à-dire les caractéristiques de la fonction logarithme népérien, que je vous rappelle rapidement. Il se trouve que c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est-à-dire si vous appliquez cette fonction à une fonction exponentielle, vous avez l'identité, c'est-à-dire que ln de exponentielle de x égale x. Mais vous pouvez faire aussi exponentielle de logarithme de x, vaut x, ça marche dans les deux sens. Autre propriété que je vous rappelle un peu plus bas sur le document, on se souvient que le logarithme d'un produit, attention, c'est pas le logarithme décimal, ici c'est le logarithme népérien, le logarithme décimal, on l'avait rencontré avec le pH, rappelez-vous, le logarithme d'un produit, c'est égal à la somme des logarithmes, et le logarithme d'un quotient, c'est égal à la différence des logarithmes. Voilà, important de bien connaître ces propriétés pour pouvoir répondre à la question que je vous pose ici. Alors, on part de cette équation, et on veut montrer qu'on peut exprimer le temps de la demi-vie, j'allais dire le temps de demi-réaction, la demi-vie de cette manière-là. T1 demi égale ln de 2 sur lambda. Alors comment on va faire? Alors j'espère que vous y avez réfléchi. Pour gagner du temps, j'ai bien sûr préparé la réponse. La première chose qu'on peut faire, donc je vais faire un petit copier-coller, c'est de exprimer cette équation dans le cas particulier en ce point ici. C'est-à-dire, au bout d'un temps 1 demi, combien j'ai de noyaux? N0 sur 2. Donc, pour l'abscisse, t égale t1 demi, n de t vaut combien? N0 sur 2. Donc, je vais pouvoir écrire que à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut écrire? Comme je viens de vous le dire, que pour t1 demi, n de t1 demi vaut n0 sur 2. Je vais donc pouvoir écrire ceci. Un petit copier-coller. Que voilà. Donc, cette équation qui est là, je remplace n de t par n0 sur 2, parce que c'est sa valeur en t1 demi, et t, je le remplace par t1 demi. Qui peut s'écrire comment? Je fais passer n0 de l'autre côté, et vous apercevez que les deux n0 vont se simplifier, ici et là, et donc exponentielle de moins lambda t1 demi, c'est égal à combien? Eh bien, c'est égal à 1 demi. Voilà, refaites-le à la main pour être sûr que ça va. Alors, j'ai cette expression et je dois arriver à celle-ci. Alors, je vois bien qu'on n'est pas très loin de la réponse. Mais il n'y a pas d'exponentielle dans l'expression que je dois montrer, donc je vais appliquer le logarithme népérien à toute cette expression et de voir comment elle va se transformer. Allez, c'est parti. Alors, comment on s'y prend? Là, je vais vous mettre toute la suite de la solution et on va la décrire vite fait. On exprime le logarithme népérien, de cette expression. Donc je fais ln de ça égale ln de ça. Ln de exponentielle moins lambda fois t1 demi, eh bien c'est moins lambda fois t1 demi. Et logarithme de 1 demi, c'est égal à moins ln de 2. Allez, on regarde tout ça. J'applique le logarithme à toute l'expression. Ça revient à dire que ça est égal à ça, moins lambda de t1 demi, et c'est égal à ln de 1 demi, qui est égal à moins ln de 2. Pourquoi? Parce que je rappelle une autre propriété du logarithme, c'est que le logarithme népérien, comme les autres, de 1 vaut 0. Donc ln de 1 sur 2, c'est moins ln de 2. J'espère que ça vous rappelle vos cours de maths. Alors,
Voici cette expression, et il suffit d'isoler maintenant T1,5 et de voir que T1,5 peut se déterminer en connaissant cette grandeur lambda qu'on définit ici comme la constante radioactive. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on connaît la constante radioactive qui est caractéristique d'un isotope, d'un noyau, vous pouvez savoir au bout de combien de temps vous n'en aurez plus que la moitié par des intégrations radioactives. Voilà, ça c'était l'histoire de pratiquer un petit peu nos logarithmes et nos exponentielles. Voilà, et puis j'ai choisi un exo qui n'est pas si simple du livre. Je vous propose de le regarder ensemble. Je vais essayer de le corriger assez rapidement. Vous le reprendrez à tête reposée, j'espère. J'ai pris un exemple de datation. Alors, j'ai pas pris le carbone 14, j'ai pris l'exemple du potassium 40, qui est posé dans le livre, je vous le rappelle. Et donc, l'énoncé est très simple. Lors de sa formation, une roche contient initialement 7,22 × 10 puissance 18 noyaux de potassium 40. Ok. Au bout d'un moment, on ne sait pas combien, c'est ce qu'on va essayer de voir, il n'y en a plus que 7,60 × 10 puissance 17. Et la question est dater la formation de cette roche. Deux informations nous sont données. La constante d'Avogadro, qui ici n'est d'aucun intérêt, puisqu'on ne va pas parler en mol, on va parler en nombre de noyaux. Par contre, donnée importante, c'est la demi-vie du potassium T1,5. Alors apparemment, le potassium 40 a une demi-vie de 1,25 × 10 puissance 9 années, c'est-à-dire 1,25 milliard d'années. Donc, instable, oui, mais se désintégrant extrêmement lentement. Ok, alors, comment essayer de résoudre cette chose-là? Alors, je rappelais toutes les propriétés du logarithme qui sont là, et essayer de voir quelle est la quantité, quelle est la date de formation de cette roche, sachant qu'au début, il y a ça en nombre de noyaux, d'accord? Donc, on est en haut de la courbe, ici, et au bout d'un certain temps, on se retrouve avec cette quantité de noyaux. Alors pour commencer, écoutez, on va partir de la seule équation qu'on doit connaître, c'est-à-dire celle de l'évolution en exponentielle inverse d'une population de noyaux. Et je propose ici, excusez-moi, j'ai pas fait la bonne manipulation, donc je recommence comme ceci. Voilà, je pense que je vais y arriver. Voilà, je vais enlever ceci et le remplacer par la bonne équation. Alors, la voici, l'expression canonique de la décroissance exponentielle d'un nombre de noyaux. Et je vous propose d'abord d'en exprimer le logarithme népérien. Donc je fais ln de ça égale ln de ça, et je vais essayer de faire des simplifications. Alors, ln de n de t est égal à ln de n0 fois exponentielle de moins lambda t. Donc, ln de t, par la propriété additive du logarithme, ça va être égal à ln de n0 plus moins lambda fois t, puisque le logarithme de exponentielle de moins lambda fois t, c'est moins lambda fois t. Donc, je me retrouve avec cette expression. Et donc, je peux en conclure que lambda fois t, je fais passer les autres éléments de l'autre côté de l'équation, c'est égal à ln de n0 moins ln de n de t. Je rappelle, n0, c'est la quantité de potassium qu'il y a à l'instant initial, et n de t, c'est la quantité qu'il y a à un instant t, n'importe lequel. La différence de logarithme, c'est égal au logarithme du quotient, rappelez-vous, donc c'est égal à ln de n0 sur n de t. J'ai donc un rapport entre la quantité initiale qui nous était donnée ici, la quantité à un instant t qui nous était donnée là, et la constante radioactive, mais qu'on ne nous a pas encore donnée. Oui, mais on sait, on l'a vu à la question d'avant, que la constante radioactive était directement liée à T1,5. Donc ça, on le sait, puisqu'on vient de le démontrer, et donc, je vous propose de vous afficher la suite, et on va conclure comme ça. Voilà, vous essayerez de bien le refaire, évidemment, par vous-même,
à la maison. Donc on était ici, lambda fois t, c'est ln de n0 sur n de t. Donc qu'est-ce que je fais? J'isole le temps. D'accord? Donc je fais passer lambda de l'autre côté de l'équation. Je me retrouve avec t égale 1 sur lambda de ln n0 sur n de t. Or, ce lambda, je viens de vous le dire, est dépendant de la demi-vie du noyau par l'équation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. Donc je remplace lambda par son expression qui contient la demi-vie qui était donnée dans l'exercice. Et donc, faites la substitution et vous allez vous rendre compte que le temps va donc pouvoir enfin s'écrire comme ceci. T1 demi sur ln de 2 fois ln de n0 sur n de t. Alors, que nous dit toute cette formule? C'est que le temps, qui est celui qu'on est en train de chercher, on peut le connaître si vous connaissez la quantité initiale d'isotopes et la quantité d'isotopes à ce temps précis. Ok, c'est possible de le déterminer si vous connaissez T1 demi de l'isotope en question ou éventuellement lambda, la constante radioactive. Bon, il n'y a plus qu'à faire une petite application numérique que je vous laisse tester et essayer chez vous, bien sûr. On remplace toutes les grandeurs, qu'on peut laisser en années, bien sûr, puisque là, j'ai année sur année le logarithme d'une grandeur sans dimension. Ici, ce sont des années, donc le temps, je vais l'obtenir en années. Donc, faites le calcul. Avec 3 chiffres significatifs, on trouve 3,06 fois 10 puissance 9 années. En toute rigueur, année en physique s'écrit plutôt avec un A, comme ça, tout court. Mais c'est pas un grand crime d'écrire année ou an. Moi, je fais plutôt comme ça. Ce sont des grandeurs, des unités qu'on manipule assez peu en physique, malgré tout. Et donc, on se rend compte que finalement, qu'elle est à un instant T, allez, disons la semaine dernière, on mesure cette quantité de noyaux de potassium 40 restant dans une roche qui initialement en avait cette quantité. Et ben on peut déduire que ça a mis pour le potassium 40 4,06 milliards d'années pour passer de ce nombre de noyaux à ce nombre de noyaux, c'est-à-dire à peu près l'âge de la Terre, qui est un petit peu plus âgé. Vous voyez que les datations des roches jouent un grand rôle dans la datation de la formation de la Terre et donc du système solaire. Voilà, on est arrivé au bout. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles à Monsieur Fourneau, qui vous aidera mardi, évidemment, à mieux comprendre tout ça et surtout à corriger les exercices que je vous ai mis sur Pronote. En conclusion, quand même, on peut se poser la question de dire c'est quoi être stable, c'est quoi être stable et c'est quoi être instable. La frontière entre les deux n'est pas si évidente, puisqu'on a vu par exemple que pour le carbone 14, il avait une demi-vie. Je vous le remontre sur cette animation qui est là. Je vais essayer de vous retrouver le carbone 14, voilà ici. Il a une demi-vie donc de plus de 5000 ans, presque 6000 ans. Ça veut dire qu'il est instable, mais pas trop. Il est instable, mais c'est très très long à évoluer vers une quantité moindre de cet échantillon. Donc on pourrait dire qu'il est stable, puisque le temps d'une vie, vous ne verrez pas beaucoup évoluer le nombre de carbone 14 qui est présent par exemple dans votre corps. Alors il faut savoir que ce qu'on sait avec la physique moderne, c'est que rien n'est stable dans la nature. En remontant jusqu'aux particules élémentaires. On a déjà vu tout à l'heure qu'un neutron pouvait se désintégrer en protons et électrons. Donc le neutron lui-même, on peut affirmer qu'il est instable, même si cette réaction est extrêmement peu probable. Donc on pourrait chercher sur Internet le temps de demi-vie du neutron lui-même. Alors on est embêté si les particules élémentaires ne sont pas stables, puisque ça veut dire que notre univers complet se dirigerait vers l'instabilité. On pense aujourd'hui que le proton, qui est donc la matrice élémentaire de toute la constitution de la matière, est lui-même instable. Alors on estime sa demi-vie à 10 puissance 32 ans. Donc je vous laisse méditer sur cette valeur qui n'est peut-être pas la bonne, hein, c'est une estimation en physique moderne qu'on a, mais qui nous montre que tout est instable dans la nature, mais les choses se passent plus ou moins rapidement, ou je dirais plus ou moins lentement. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver le 3 décembre, jour de mon retour. Au revoir.